Si je vous dis Noël, vous allez certainement penser sapin, guirlande, évidemment, cadeaux, et si vous êtes comme moi, peut-être même à une overdose de foie gras. Eh bien dites-vous qu'on est encore très loin du compte. Parce que Noël, c'est aussi un bouc géant en Suède, des bateaux qui s'illuminent en Grèce, et même un pot de poulet KFC au Japon. Merry Christmas! Oui, au Japon, où il n'y a que 2% de la population qui est chrétienne, Noël, c'est une véritable institution. Alors, attachez vos ceintures, on embarque avec le Père Noël dans son traîneau pour aborder l'histoire folle d'un rituel qui a conquis le monde, absorbé les traditions, muté et parfois même été interdit. Bienvenue à Rétropolis. Ouais, je suis d'accord que le décor, il manque quand même un poil de couleur pour une vidéo sur le thème de Noël, tu vois. Mais, magie de Noël. Ah, c'est quand même beaucoup plus sympa avec la magie de Noël. Et on va pas se mentir, la magie du montage également. Alors, la première chose qu'il faut savoir à propos de Noël, c'est que Noël ne s'est pas construit en un jour. Comme dirait Shrek, c'est comme les oignons. Ils ont des couches! Oignons, avoir, couches! Et bien avant la naissance du petit Jésus, le monde entier fêtait déjà en décembre, et pas qu'un peu, comme on va le découvrir ensemble. On commence donc avec la première couche. Dans la Rome antique, vers 500 avant Jésus-Christ, la période que tout le monde attendait, c'était les Saturnales. Une série de fêtes du 17 au 23 décembre, juste avant le solstice d'hiver, donc le jour le plus court de l'année. Officiellement, c'était pour célébrer Saturne, et aussi le retour des beaux jours. Mais officieusement, c'était surtout un moyen de se faire plaisir. Des tables bien garnies, des échanges de cadeaux, et même des décorations dans lesquelles on retrouvait déjà du gui et du hou. En fait, c'était grosso modo Noël, mais version antique. On continue avec la deuxième couche et on change de décor et d'époque. On est maintenant en Perse, quelques siècles plus tard, vers 200 avant Jésus-Christ, et il y a un nouveau culte qui apparaît, le culte de Mitra. Et sa fête la plus importante, le Mitragan, fait étrangement penser à Noël. Déjà la date, autour du 25 décembre, mais surtout le thème. On fêtait déjà une naissance. Alors pas celle du petit Jésus, pas encore, mais celle de Mitra donc, qui symbolise la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ce culte, il va très vite gagner en popularité dans tout l'Empire romain. Il devient le culte à la mode. Mais à Rome, l'intérêt c'est quand même d'avoir une certaine cohésion au sein de l'Empire, et du coup de rassembler tous les cultes sous une seule et même bannière romaine. Et c'est comme ça que Mitra va progressivement laisser la place à un nouveau venu, Sol Invictus, un dieu romain, le dieu solaire. À la même période, le christianisme, lui aussi, commence à se diffuser dans l'Empire romain. Pour ceux qui ne le savent pas, dans la Bible, il n'y a aucune date qui est donnée pour la naissance du petit Jésus. Et du coup, les chrétiens ils vont en profiter pour faire correspondre la naissance de Jésus aux célébrations de Sol Invictus, le 25 décembre donc. La célébration reste, mais les dieux changent. Et celui qui va mettre un coup d'arrêt à ce jeu des chaises musicales des dieux, c'est l'empereur Théodose. En 380, il va interdire tous les cultes païens. Donc adieu Mitra, adieu Sol Invictus et adieu tous les autres. Noël, qui s'appelait à l'époque Natalis, donc la natalité, devient de fait la seule célébration autorisée le 25 décembre. Bref, pendant plus de 1000 ans, Noël s'installe donc en Europe. Elle devient une fête chrétienne incontournable et continue d'absorber les traditions au passage. Mais son histoire est loin, très loin d'être un long fleuve tranquille. Pour débuter ce nouveau chapitre, on va faire une avance rapide de 1300 ans. Alors je sais qu'il y a des historiens qui vont être en PLS, mais faites-moi confiance. On arrive donc en 1647 en Angleterre. Et là, préparez-vous pour l'ironie de l'histoire. On est d'accord, aujourd'hui on critique Noël parce que c'est une fête trop religieuse. Pour certains, les symboles chrétiens liés à ces célébrations dérangent et le débat s'est focalisé cette année sur les crèches. Eh bien dites-vous qu'à l'époque, c'est le contraire.
En 1647, on cherche à interdire Noël parce que c'est une fête pas assez chrétienne. Maintenant que vous connaissez l'origin story de Noël, vous savez que la date du 25 décembre n'est écrite absolument nulle part dans la Bible. Et ça, c'est un énorme problème pour un homme, Oliver Cromwell. Oliver, c'est un homme d'État du XVIIe siècle, mais c'est surtout un puritain. Pour faire simple, c'est un protestant ultra radical et sa logique, elle est implacable. D'abord, Noël, c'est une fête catholique et Cromwell, il déteste les catholiques. Ensuite, c'est une fête où on mange, où on boit et on danse beaucoup trop. Et Cromwell, les excès, c'est vraiment pas son truc. Et surtout, eh bien, c'est pas dans la Bible. Et ça, c'est un énorme problème pour tous les protestants et du coup pour Cromwell. Pour lui, Noël reste avant tout une fête païenne déguisée. Et on l'a vu, il a pas tout à fait tort, il a même carrément raison. Alors, il prend une décision pour le moins radicale. Il décide d'annuler, purement et simplement, la fête de Noël. En chiant au passage sur 1300 ans d'histoire. Les célébrations sont interdites, la messe également, idem pour les cadeaux, et tout ce qui ressemble de près ou de loin à une fête est sanctionné. Il y a même des soldats qui vont patrouiller dans les rues de Londres pour s'assurer qu'aucune oie n'est en train d'être cuite. Et bon appétit bien sûr. Résultat, le peuple anglais, il va péter un câble. Il y a même des émeutes pro-Noël. Et à Canterbury, les citoyens, ils vont même aller jusqu'à organiser un marché de Noël clandestin. Comme quoi, vouloir trop encadrer la liberté, c'est la meilleure manière d'encourager la transgression. D'ailleurs, pour ceux qui aiment les histoires d'interdiction et de transgression, j'ai fait une vidéo sur la prohibition que vous pouvez retrouver juste là. En ce qui concerne Noël, je vous rassure, quand la monarchie revient en 1660, la toute première chose qu'ils vont faire, eh bien, c'est de rétablir Noël. Merci à la monarchie. Après la parenthèse de Cromwell, Noël est donc à nouveau autorisé. Mais c'est pas encore le Noël féerique, cosy et instagrammable que vous avez tous en tête. Non, pas de sapin, pas de guirlande, pas de All I Want for Christmas. Non, au début du 19e siècle, Noël c'est un joyeux bordel. C'est une fête de rue où on boit, où on mange énormément. Bon, en fait, ça n'a pas tellement changé, mais ce que je veux dire, c'est que c'était encore très loin de ce qu'on appelle aujourd'hui la magie de Noël. Bref, il fallait un relooking. Vous allez être chuchoté, ça va être magnifique. Et ce relooking, il va être orchestré par 3 influenceurs avant l'heure, 3 personnes qui vont littéralement redéfinir Noël. On commence donc en Angleterre. En 1840, la reine Victoria épouse le prince Albert. Et Albert, lui, il est allemand. Et il débarque donc avec son bagage culturel et notamment une tradition étrange. Mettre un sapin dans le salon et l'illuminer avec de véritables bougies. Des bougies sur un arbre en intérieur, on se demande ce qui pourrait mal tourner. En 1848, il y a un journal célèbre en Angleterre, le Illustrated London News, désolé pour mon accent, qui va publier une gravure de la famille royale autour de ce sapin. Et là, c'est le buzz. Tout le monde veut ressembler au couple royal et tous les journaux d'Angleterre vont diffuser la gravure. Et le sapin, lui, va devenir très rapidement un symbole essentiel de Noël en Grande-Bretagne. Mais le buzz ne s'arrête pas là, bien au contraire. Quelques années plus tard, c'est au tour d'un magazine américain, cette fois, de publier à son tour les gravures. Et une fois que les États-Unis adoptent la tradition du sapin, vous connaissez la chanson, c'est plus qu'une question de temps avant qu'elle ne devienne mondiale. Alors le sapin, c'est bien joli, mais il manque quelque chose. Il manque l'esprit de Noël. Et là, c'est Charles Dickens qui va l'inventer littéralement. En 1843, Charles Dickens, il va publier son premier roman, A Christmas Carol. Décidément avec l'accent. Enfin bref, ça veut dire les cantiques de Noël ou les chants de Noël. Pour que vous vous rendiez bien compte du phénomène, je vais vous donner quelques chiffres. Le jour de sa parution, donc le 19 décembre 1943, c'est pas moins de 6000 exemplaires qui vont être vendus. Un record pour l'époque. Et un siècle plus tard, rien qu'aux États-Unis, c'est pas moins de 2 millions d'exemplaires qui sont dans les foyers. C'est ce qu'on appelle un phénomène culturel. D'ailleurs, vous connaissez vous-même certainement l'histoire grâce au film avec Jim Carrey, Le drôle de Noël de Scrooge, qui en fait est une adaptation du roman de Charles Dickens.
Et pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou pas vu le film, en gros c'est l'histoire de Scrooge, donc qui est un gros radin qui déteste Noël. Si vous voulez en savoir plus, vous savez quoi faire. En revanche, ce que je peux vous dire sans vous spoiler, c'est que Dickens, il n'a pas simplement raconté une histoire. Il a littéralement défini la philosophie moderne de Noël. Avant lui, Noël, c'était essentiellement une fête religieuse. Après Dickens, Noël devient la fête de la famille, mais surtout du partage et de la générosité. It is a Christmas book because Christmas is, or ought to be, the one time of year when men and women open their shut-up hearts. En un seul roman, Dickens, il va littéralement inventer l'esprit de Noël comme on l'entend aujourd'hui. Hello! Whoop! How are you? Merry Christmas! Pendant que les Anglais ils inventent Noël, de l'autre côté de l'Atlantique, donc aux États-Unis, on cherche à se poser une question beaucoup plus pragmatique. À quoi ressemble le type qui apporte les cadeaux ? Parce qu'à la base, c'est lui, Saint Nicolas, un évêque turc du IVe siècle. Et d'ailleurs, pendant tout le Moyen-Âge, c'est lui qui apporte les cadeaux aux enfants. Le 6 décembre et pas le 25. Donc à l'origine, rien à voir avec Noël. Alors, comment est-ce qu'on passe de ça à ça ? En 2 mots, ou 3, ça dépend comment vous comptez, le rêve américain. Saint Nicolas, il va d'abord voyager avec les colons néerlandais jusqu'en Amérique. Et d'ailleurs, Saint Nicolas en néerlandais, c'est Sinterklaas. Ou Sinterklaas. Enfin, je sais pas, vous le prononcez comme vous voulez. Et progressivement, il va devenir le Santa Claus des États-Unis. Une première date importante, c'est 1809. Washington Irving, un auteur new-yorkais, décrit Saint Nicolas comme un fumeur de pipe qui vole dans le ciel à bord de son traîneau. Puis, quelques temps plus tard, en 1821, dans un poème anonyme du nom de The Children Friends, le nom de Santa Claus, il va apparaître pour la première fois. Et surtout, on va l'associer définitivement à la date de Noël, donc le 25 décembre. On en profite d'ailleurs pour lui retirer tous ses attributs religieux et les remplacer par une fourrure à l'ambiance nordique. Et enfin arrive Thomas Nast. Et s'il y a un nom dont vous devez vous souvenir, c'est bien celui-ci. Entre 1860 et 1880, ce dessinateur du Harper's Weekly va concevoir au fil du temps l'image iconique du Père Noël. Il lui rajoute un gros ventre, une bouille joviale et souriante, et surtout son fameux manteau rouge. Le tout bien avant Coca-Cola. À la fin du 19e siècle, le Père Noël, il est prêt. Il est américain, il est jovial, et surtout, il est laïque. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Alors, on y arrive. La fameuse légende urbaine. C'est Coca-Cola qui aurait inventé le Père Noël rouge. Et bien maintenant, vous le savez, c'est faux. Comme on l'a vu avec Thomas Nast, le Père Noël rouge, il existait bien avant Coca-Cola. Alors pourquoi cette idée que Coca aurait inventé le Père Noël rouge est aussi persistante ? Eh bien parce que Coca a fait quelque chose de beaucoup plus fort. Ils ont standardisé le Père Noël. Certes, le Père Noël rouge que vous avez tous en tête était déjà présent, mais ce n'était qu'une représentation parmi d'autres. À la même époque, il y avait également un Père Noël noir, un Père Noël jaune, bleu, marron, vert, enfin vous avez compris, le choix il était large. Alors en 1931, quand Coca va demander à Haddon Sundblom de dessiner des pubs pour Noël, Haddon il va se contenter de reprendre trait pour trait une des représentations du Père Noël. Celle qui était populaire aux États-Unis, celle de Thomas Nast. En fait, c'est pas vraiment le travail de Sundblom qui est important dans cette affaire. C'est son client, Coca-Cola. Grâce à la puissance de frappe publicitaire de Coca, cette image précise va écraser toutes les autres. Within 6 years, Coca-Cola was being sold in 24 countries outside the United States and Canada, with strong advertising in Holland, Belgium, and Spain, in Panama, Italy, and England, and in Germany, Mexico, France, and China. Autrement dit, c'est l'exportation planétaire du Père Noël de Thomas Nast. Et d'ailleurs, Coca va pas être le seul responsable de cette uniformisation.
La Seconde Guerre mondiale, aussi étrangement que ça puisse paraître, va également jouer un rôle majeur. Imaginez des millions de soldats américains qui débarquent en Europe et qui, après 1945, vont occuper le Japon. Eh bien, dans leur bagage, il y a du jazz, il y a des bas nylons, il y a du rock'n'roll, et puis il y a le Noël version USA. Et à l'époque, l'adopter, c'est adopter le mode de vie du vainqueur, c'est partager le rêve américain. Et puis, au-delà de l'uniformisation de Noël, la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi l'introduction de la culture américaine au sens large. Par exemple, avec le cinéma hollywoodien. Et tout ça, ça nous ramène à notre histoire de poulet frit du début. C'est l'exemple parfait de la mondialisation, ou on devrait peut-être plutôt dire de l'américanisation. Tout commence en 1970. Cet homme, Takeshi Okawara, qui est le premier manager du premier KFC du Japon, va entendre des expatriés se plaindre de ne pas trouver de dinde pour Noël. Alors ok, lui, il vend pas de dinde, il vend du poulet, mais en vrai, c'est tous les deux des oiseaux un peu grassouillés, ça passe. Takeshi, il va alors présenter son seau de KFC comme la meilleure manière de fêter Noël. Et c'est un coup de génie marketing qui va même influencer la maison mère. Dites-vous que 4 ans plus tard, donc en 1974, KFC national japonais va lancer une campagne dans tout le pays. Kentucky Christmas! Kurisumasu ni wa Kentucky. Alors je sais que j'ai un accent japonais absolument parfait. Grosso modo, ça veut dire à Noël, c'est Kentucky. Et ça a tellement bien fonctionné que les Japonais aujourd'hui, ils réservent leur seau de poulet 2 mois à l'avance. Et c'est devenu leur tradition. Alors ok, c'est une tradition qui est largement basée sur la société de consommation, mais c'est une tradition quand même. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que tout le monde fête Noël ? Eh bien parce que Noël est devenu un caméléon. C'est une fête open source. Vous êtes chrétien, c'est la naissance du petit Jésus. Vous êtes athée, c'est la fête de la famille. Vous êtes commerçant, c'est le chiffre d'affaires de l'année. Et vous vivez à Tokyo, c'est une soirée romantique avec du poulet. On l'a vu, Noël a survécu à l'Empire romain, aux interdits religieux, aux guerres mondiales et même à la société de consommation parce qu'elle sait s'adapter à tout. Elle n'appartient plus uniquement aux chrétiens ni aux occidentaux, elle appartient à ceux qui la fêtent. Et si cette vidéo vous a plu, le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est évidemment de vous abonner, de me laisser un commentaire, c'est gratuit et ça fait toujours plus plaisir qu'une vieille paire de chaussettes. Joyeux Noël, Rétropolis. Donc si ça vous va, je vous propose qu'on essaye ensemble d'arranger tout ça. Donnez-moi le pouvoir, c'est rien.